On est parti pour le dernier point actu hardware de la semaine. Aujourd'hui, vendredi 28 mai 2021. Au programme, quelques bons plans, à commencer par un jeu gratuit offert pour une fois sur Steam et pas sur l'Epic Game Store. Une petit peu de gameplay en avance sur le prochain nouvel épisode de Horizon qui s'intitulera Forbidden West et qui est pour le coup plutôt très joli. Et pourtant ça tourne sur PS5, alors imaginez la version PC. Il y a moyen de faire du lourd. On va parler rapidement de NFT avec une œuvre qui est une vidéo sur YouTube qui a été du coup transformée en NFT et qui a été vendue très cher, qui suite à sa vente devait être retirée de YouTube. Finalement, ça ne va pas être le cas. Mais on va parler vite fait de ces histoires de NFT et du coup de rendre quelque chose plus accessible. Ce qui actuellement n'était pas le cas et qui est du coup toujours pas le cas, mais qui peut être une des dérives de ces histoires de NFT. On parlera de Western Digital qui décide de lancer une marque dédiée aux professionnels. Alors annonce de la marque plus annonce de pas mal de produits vraiment axés public professionnel et matériel plutôt cher pour du stockage ou de la lecture de données. Des trucs intéressants sur le papier. On n'a pas les prix et ce sera du prix professionnel, c'est-à-dire très cher. Ensuite, on aura Samsung qui devait arrêter de produire des dalles LCD et visiblement ça ne sera pas le cas. Une petite guéguerre interne entre ces différents services Samsung. On va en parler un petit peu pourquoi ils ne peuvent pas arrêter, même si pour la partie display, ça les arrangerait bien. On parlera aussi d'un écran, un écran comme vous avez jamais vu, un écran qui est là pour apaiser vos yeux, pour vous permettre de lire des caractères toute la journée sur un écran sans avoir les yeux qui brûlent. Il y a de l'idée. On va juste dire ça, il y a de l'idée. Petite promo sur un boîtier PC que j'aime beaucoup, boîtier Corsair, boîtier qui est du coup moyen de gamme en général. Ici, il est plutôt à un prix très accessible. Je ne sais pas combien de temps dure la promo, mais si ça vous intéresse, ne traînez pas. On aura aussi un mini PC qui est vraiment tout petit et qui est vraiment puissant. Et oui, visiblement ça existe. C'est Zotac qui nous montre quelque chose qui ressemble quasiment à un NUC, mais dedans on a une vraie carte graphique et un vrai processeur, c'est assez incroyable. On parlera aussi des futurs processeurs Intel mobile, les Alder Lake, ceux qui sont avec une architecture avec plusieurs types de cœurs différents dédiés à des applicatifs particuliers. Et pour le coup, ça fait très envie, ça fait vraiment très envie. Il y a un potentiel assez incroyable sur ces processeurs. On a quelques infos, des infos qui nous donnent envie d'en voir plus. On a aussi un petit top 15 des vendeurs de semi-conducteurs. Et ça aussi c'est plutôt intéressant. J'avoue que je me rendais pas compte, mais voilà, Intel est devant, largement. C'est assez fou. Et on finira avec des cartes graphiques. D'abord des premiers tests sur une 3060 LHR, donc qui est bridée de base pour miner de l'Ethereum. Visiblement ça marche, visiblement ça fonctionne différemment de la première version de bridage. Donc peut-être que ça tiendra, en tout cas plus longtemps que le premier bridage. Mais ça, seul l'avenir nous le dira. Et on finira avec les stocks de cartes graphiques. Comme d'habitude, rien qui fait plaisir dans les stocks de cartes graphiques, ça ne change pas. Au moins c'est une constante de ces points actu hardware. Les stocks et les prix des cartes graphiques, c'est toujours autant la crise.
on commence avec quelque chose de gratuit, c'est quand même bien mieux que les prix des cartes graphiques. Et c'est Company of Heroes 2 qui est offert sur Steam. C'est gratuit, donc faites-vous plaisir. En plus, Steam, c'est quand même la plateforme majoritaire sur PC. Donc, la plupart des joueurs PC ont au moins un compte Steam. Donc allez-y, c'est gratuit pendant une durée limitée. Vous avez le jeu plus un DLC de gratuit. Le DLC qui s'appelle Arden Assault. Et si vous kiffez vraiment le jeu, vous pouvez acheter tous les DLC avec un pack, le Master Pack, qui contient tous les DLC à 5,14 € avec une petite réduction de 91% dessus. En termes de réduction, on est quand même sur quelque chose de plutôt sympa, 91%. Je connais pas le titre, donc je peux pas trop vous en parler. Ça a l'air d'être un jeu dans un univers de guerre. De toute façon, ça se passe, c'est la guerre entre les soviétiques et l'empire germanique, je crois. Voilà. Soviétique et Allemagne fut un temps. Jeu de stratégie, jeu de guerre qui ravira bah voilà, les amateurs de stratégie et de guerre. Honnêtement, je peux pas vous donner d'avis. J'ai pas vu de gameplay. J'ai récupéré le jeu, mais j'ai pas vu de gameplay et j'ai jamais entendu parler du jeu. Mais c'est gratos, donc il y a zéro question à se poser. C'est gratuit, régalez-vous. En plus, Steam, ils nous ont moins habitués aux jeux gratuits que l'Epic Game Store. Donc voilà. Moi je dis, quand c'est gratuit, pourquoi se priver? Toujours avec du jeu vidéo, mais ici, pas gratuit et pas pour tout de suite. Mais les premières images de gameplay de Horizon Forbidden West. Forbidden? Oui, Forbidden. Qui tourne sur PS5. Alors, il y a 14 minutes de gameplay. Je vais pas tout vous montrer. C'est la suite de Horizon Zero Dawn. Donc voilà. Jeu que je n'ai pas fait, que j'ai sur PS4 et que je n'ai jamais fait. Honte à moi. Mais paraît-il un jeu plutôt bien et plutôt joli. Notamment la version PC qui a du coup reçu un petit upgrade parce que le PC est supérieur en termes de performance, bien sûr. Donc, ici, on nous présente du gameplay de PS5. PS5 qui est forcément un peu limité. Est-ce qu'on a besoin du son? Non, pas vraiment. On va montrer des images. Bon, ici, la vidéo, elle est en 4K, mais de toute façon, on stream et enfin, j'enregistre en Full HD. Donc, vous aurez maximum de la Full HD. Du Full HD. Il faut dire que c'est quand même très joli. Le jeu est quand même très joli. Encore une fois sur PS5. Donc imaginez sur un PC qui coûte 10 fois le prix d'une PS5. Et pourquoi pas un jour une 3090. Bon, actuellement c'est quasiment à 3090 qui coûte 10 fois le prix de la PS5. Mais un jour où les prix seront revenus à la normale. En vrai, je trouve ça vraiment. Je trouve que l'univers est beau et c'est du gameplay. C'est pas de la cinématique, bon, sauf les parties de cinématique, mais on voit très bien les possibilités du jeu. Et ça fait très envie. Il faut absolument que. Ça me rappelle juste qu'il faut absolument que je fasse le premier du nom. Et comme ça, j'aurais bien envie de faire celui-là. Il paraît quand même que c'est un très bon jeu. Il a été il a été conseillé par plein de gens. Donc voilà. Et ça donne aussi un peu une image du potentiel de ces nouvelles consoles qui à l'heure actuelle sont encore sous-exploitées par les derniers titres sortis. On sait que les consoles next-gen sont capables de faire mieux que ce que proposent les derniers jeux sortis qui sont pas vraiment développés pour ces plateformes encore et qui restent
développé dans un souci de compatibilité avec des générations précédentes qui sont bien plus limitées en termes de performance pure. Donc en vrai, ça laisse présager du bon, que ça soit sur les nouvelles consoles, mais aussi sur PC. Imaginez un petit upgrade graphique et une version PC, et on adore forcément. Encore une fois, je ne vais pas tout vous montrer. Il y a un quart d'heure de gameplay à retrouver sur la chaîne Sony, si ça vous intéresse d'en voir plus. Mais vraiment, vraiment très beau graphiquement. Donc, ça donne envie. De toute façon, en général, c'est ça, hein, quand ça... Déjà, si on a quelque chose de beau graphiquement, de fluide, tout ça, ça donne en général plus envie que quelque chose qui, de base, n'est pas beau. Après, il y a toujours le gameplay, l'histoire, tout ça, bien sûr. Mais le visuel, c'est quand même, en général, assez important. Après, on n'est pas obligé de faire forcément dans l'ultra joli à chaque fois. On peut avoir... Enfin, ultra joli, de toute façon, c'est assez subjectif, mais les styles et les DA peuvent être variés. Il faut juste que ça attire l'œil et que ça donne envie. Et ici, effectivement, ça marche plutôt bien. On va rapidement parler de NFT avec cette histoire. Alors, pour les gens qui connaissent pas les NFT, je ne vais pas vous expliquer parce que c'est long et compliqué et que je ne suis pas expert là-dedans. Donc, si vous ne connaissez pas les NFT, je vous invite à regarder l'émission de Popcorn qui explique, avec une rubrique qui explique le fonctionnement des NFT, fait par un giga crack qui est Lame UA. Donc, si vous savez pas ce que c'est, allez voir ça. Vous saurez. Ça m'a, moi, fait comprendre comment ça marchait. Et je vais vous parler de cette NFT, cette œuvre qui s'est vendue du coup au format NFT. Le format NFT permet d'avoir une espèce de copie certifiée en gros. Et suite à la vente de cette vidéo présente sur YouTube encore à l'heure actuelle et qui du coup le restera, il y a eu un petit suspense comme quoi elle allait disparaître de YouTube, ce qui est un peu étrange. Un peu étrange comme histoire vu que jusqu'à maintenant les NFT vendus qui sont divers et variés allant de l'œuvre d'art aux pixels de couleur, c'est des choses qui sont restées dans le domaine public. Juste une personne a acheté un exemplaire certifié euh, de cette œuvre, mais l'œuvre est quand même restée dans le domaine public. Et ici, il y a eu un suspense comme quoi ça allait être retiré de YouTube, quoi. Donc, on parle ici d'une plateforme, d'une vidéo qui a fait 880 millions de vues sur YouTube. Donc voilà, une réussite en tout cas, à quelque chose qui a été vu par beaucoup de gens. 880 millions, vous imaginez. C'est pour moi, ça illustre pour moi une des dérives possibles des NFT, c'est-à-dire prendre quelque chose du domaine public, le certifier et le vendre à un prix souvent assez astronomique, hein. Pour cette vidéo, on parle de 623 000 euros, donc 760 000 dollars. Donc prix plutôt astronomique pour une vidéo qui dure moins d'une minute, 55 secondes d'ailleurs, exactement. Et, euh, et l'idée derrière de le sortir du domaine public, ici en le retirant de YouTube, qui est l'endroit où est apparue cette vidéo pour la première fois. Donc j'espère que ça ne se fera pas et que les gens lutteront si quelqu'un essaye d'utiliser ce moyen pour voilà, extraire des choses du domaine public pour se l'approprier. Même pas forcément dans un souci de... Là, on parle même pas de faire de l'argent dessus derrière, juste de l'enlever aux autres pour l'avoir uniquement à soi. Et je trouvais que c'était le bon côté des NFT. Si des gens veulent spéculer sur tout ce qu'ils veulent, pourquoi pas.
mais tant que ça nous enlève rien à nous, c'est cool. Ici, on est quand même passé pas loin d'être retiré de YouTube. En tout cas, ça a fait parler pendant beaucoup de temps. Encore une fois, je ne suis pas un expert dans dans les NFT ni dans la crypto-monnaie et la blockchain. Donc, allez demander à quelqu'un qui s'y connaît mieux si vous voulez des précisions. Mais pour moi, ça illustre un des potentiels problèmes, des trucs auxquels il faudrait pas arriver sur ces histoires de NFT. Ce serait quand même un peu dommage que des gens nous retirent, par exemple, des mèmes ou ce genre de trucs. Encore une fois, même pas dans un souci de... C'est encore pire s'ils font de l'argent dessus, forcément, mais euh, même s'ils veulent pas faire d'argent, juste fait de le garder pour soi, c'est toujours un peu... c'est un peu égoïste. On continue avec du stockage professionnel et c'est Western Digital qui lance une variante de ces marques, nouvelle marque qu'à moitié. Il s'agit de SanDisk Professional. On connaît déjà SanDisk qui appartient déjà à Western Digital, mais ici on décline un peu pour faire la partie professionnelle. On connaît bien les petits pro tips des parties professionnelles. Effectivement, on peut se permettre d'aller y intégrer du matériel assez performant, voire très performant, parfois à la pointe de la technologie. On en profite aussi pour avoir des prix qui s'adressent aux professionnels, donc forcément plus élevés. Encore une fois, quand c'est pour un usage professionnel, c'est toujours une autre histoire. Et du coup, beaucoup de produits, toujours dans l'histoire du stockage ou la lecture de données, notamment de cartes mémoire. Donc on va, euh, on va avoir pas mal de trucs du genre des disques renforcés jusqu'à 5 Tera, des SSD, tout ça c'est de l'externe, hein. Des SSD, mais aussi des SSD ou disques pro euh, qui vont toujours plus vite avec la technologie NVMe. On nous annonce aussi des lecteurs ici de cartes mémoire sur plein de formats, donc pourquoi pas, et aussi des cartes mémoire. Donc, donc toujours, pourquoi pas, hein, c'est leur cœur de métier, que ce soit Western Digital ou SanDisk, c'est d'abord le support de stockage. Donc forcément, on n'oublie pas les disques durs classiques format professionnel, donc jusqu'à 18 Tera avec des boîtiers RAID et interface Thunderbolt et USB. De quoi, en vrai, permettre à n'importe quel professionnel de trouver euh, de professionnel qui a besoin de matériel de stockage professionnel, de trouver tout ce qui lui plaît, tout ce dont il a besoin. Ce sera cher, forcément, matériel professionnel oblige, mais voilà, si vous voulez des disques durs de 18 Tera, eux ils peuvent vous en vendre, c'est pas le cas de tout le monde, et encore une fois vous avez quand même l'expertise d'un grand nom du support de stockage qui va derrière. J'imagine avec tout le service après-vente dédié aux pros qui va bien. Et ça régale. Donc voilà, une gamme très étendue. Tout est lié soit au support de stockage, soit à la lecture de support de stockage. À peu près tout ce que vous pouvez avoir envie ou avoir besoin dans votre métier. Notamment pour les professionnels de l'image, traitement vidéo, tout ça. On peut avoir besoin de beaucoup de trucs. On continue avec Samsung. Petite news qui m'a un peu amusé. Petite guéguerre interne entre Samsung Display et Samsung. C'est quoi? Comment il l'appelle l'autre? J'ai déjà oublié. Let's go. Euh, Bah, Samsung et Samsung Display. On va dire ça comme ça. En gros, pour vous résumer, Samsung Display, qui est du coup la branche qui fait les écrans et uniquement les écrans. Eux, ils s'occupent que de ça. Leur métier, c'est de faire des écrans et ils font que des écrans. Après, que leurs écrans aillent sur du matériel Samsung, euh, ici on va parler des télés, mais en vrai, ça peut aussi être des téléphones
ou chez d'autres fabricants de télé ou téléphone. C'est pas leur problème, eux ils font des écrans et c'est tout, enfin ils font des dalles et c'est tout. Du coup, ils devaient arrêter de fabriquer des écrans LCD pour passer sur la technologie QLED qui est du LCD++. Attention, ne pas mélanger, le QLED n'est pas de l'OLED, différent, le QLED c'est du LCD++, de l'OLED c'est différent du LCD, rien à voir. Du coup, ils voulaient vraiment arrêter le LCD classique qui est plutôt de l'entrée de gamme, plutôt du matériel pas cher, pour se concentrer sur le futur qui est encore à l'heure actuelle un peu plus haut de gamme, donc un peu plus cher, qui est le QLED, et aussi travailler sur les trucs du futur. Et visiblement, la maison mère Samsung n'est pas d'accord. Ils veulent garder une production interne de dalles LCD, du coup par Samsung Display. Pourquoi? Très simple. Bah, ils vendent toujours des téléviseurs LCD. Et acheter des dalles LCD à un autre fabricant, ça leur ferait perdre de l'argent. En tout cas, gagner moins d'argent, ça c'est sûr, et peut-être perdre de l'argent. Ils expliquent en gros que le LCD, qui est du coup l'entrée de gamme, on est aussi forcément sur des marges réduites, vu que entrée de gamme oblige, et du coup en achetant des dalles à quelqu'un d'externe, ça leur coûterait plus cher, donc d'un point de vue rentabilité, ils s'y retrouveraient plus. C'est un peu dommage et j'imagine que bah, la maison mère a le dernier mot. Et forcément, ça met un peu de sable dans les rouages de Samsung Display pour avancer vers les futures technologies d'écran. Forcément, s'ils doivent garder une fabrication de dalles LCD, ça prend des gens pour. Et là où ils pourraient du coup se consacrer pleinement au QLED et au futur s'ils arrêtaient le LCD. Mais visiblement trop compliqué et trop cher d'acheter des dalles LCD aux autres. Donc, dommage, pas tout de suite le futur chez Samsung Display. Il faudra continuer de produire des dalles du passé, mais des dalles qui coûtent pas cher et qui du coup sont massivement présentes dans les foyers à l'heure actuelle. Donc c'est pas plus mal pour nous. Et ça peut permettre d'avoir, du coup, on l'espère, pas forcément d'augmentation de prix. Là où il y a un monde où ils auraient pu dire, ok, on achète à l'étranger et on répercute le prix directement sur le produit fini. Et donc c'est à l'utilisateur d'allonger la différence. Ça aurait été dommage. Heureusement, ils ne décident pas de faire ça. Et ils décident de plutôt ralentir la progression de Samsung Display vers le futur. Bon, même si on a déjà des trucs du futur, du genre ce téléviseur 8K Neo QLED de Samsung. Il profite pour faire un peu de pub. Profite pour faire un peu de pub aussi. La chance, 8K, ça doit coûter une blinde. On continue avec un écran qui coûte aussi une blinde. Et ça, c'est bizarre. Vu qu'on est sur un écran très bizarre, très étrange, on est ici sur le Dasung Paperlink 253. 253 pour sa taille. Non, en plus, il fait pas 25,3. Si 25,3. Donc, totalement pour sa taille. Quel est l'intérêt de cet écran? Ne pas vous fatiguer les yeux. Incroyable. C'est un écran qui est fait pour lire comme une liseuse. Même technologie d'ailleurs. Petite technologie qui du coup est limitée sur d'autres aspects, mais qui vous permet de lire des caractères toute la journée sur un écran sans avoir les yeux qui brûlent. Et ça, c'est pas mal. Ce qui est quand même assez difficile sur n'importe quel autre écran. On va pas se mentir, lire des caractères en plus. Si c'est des petits caractères horribles, même si on peut zoomer, hein, ça reste horrible. Et du coup, ici, on est sur quelque chose de très atypique, très marché de niche. Forcément, un écran qui est fait pour lire.
Et on est du coup sur des prix aussi très élevés. On est encore une fois plus dédié à un milieu professionnel. Et c'est quelque chose qui n'existe pas vraiment en plus. Donc difficile de... Bah, du coup, difficile de trouver une alternative si ce type d'écran vous intéresse vraiment. On est sur une marque que je ne connais pas du tout. Et du coup, on nous présente cet écran qui fait 25,3 pouces, qui est du coup en e-ink, donc en encre électronique, incroyable. Une définition élevée pour pouvoir avoir des caractères nets affichés, donc 3200 par 1800. N'espérez pas faire du jeu vidéo avec, déjà il est en noir et blanc, comme une liseuse avant. Et en plus, il est pas du tout adapté à du gaming, un temps de rafraîchissement, enfin taux de rafraîchissement tout pourri, une latence pas du tout pas du tout intéressante pour du gaming. Enfin, en tout cas, n'essayez pas de faire du gaming avec, vous allez pleurer. Et en plus, ça coûte une blinde. Par contre, on a plein de connectiques, ça c'est cool, mais on a un écran à 2000 € pour un écran 25 pouces, noir et blanc. Rien de... C'est quand même assez étrange. Et en fait, je suis en train de me poser la question, est-ce qu'il y a vraiment des secteurs professionnels qui ont ce genre de besoin? Je trouve que l'idée est très bonne, permettre à quelqu'un de pouvoir lire sur un écran sur une longue durée sans avoir de fatigue visuelle, c'est quand même super cool. Enfin, sans accentuer la fatigue visuelle, parce qu'il y a fatigue visuelle normale. C'est super cool, mais à 2000 € en ayant du coup un écran qui est peu performant pour toute autre chose que de la page fixe de caractère et du coup monochrome, ça paraît quand même assez élevé. Donc voilà, il y a sûrement des... Je les ai pas en tête, mais il y a sûrement des secteurs d'activité qui pourraient trouver ça intéressant. Encore une fois, il faut quand même vraiment en avoir l'utilité. 2000 € ce type d'écran 25 pouces avec ces caractéristiques, ça paraît très cher, mais c'est atypique. Et il n'y a pas vraiment d'équivalent. Et du coup, juste pour ça, c'est intéressant. On est loin du produit de grande consommation, forcément. On continue avec un truc qui est vraiment cool, un truc qui montre que l'OLED va peut-être bientôt enfin devenir un produit de grande consommation, là où maintenant on est encore sur une technologie réservée au haut de gamme, ultra haut de gamme et trucs hors de prix. Ici, c'est Asus qui nous présente ses ZenBook 13, donc 13 pouces, avec des écrans OLED. En plus, incroyable, on a le choix entre de l'Intel ou de l'AMD en termes de processeur, et ça régale. Mais surtout, voilà, on a des écrans OLED sur des PC portables. Alors, à 1000 € pour la version Intel et à 900 pour la version AMD. Je ne sais pas pourquoi il y a 100 € de différence, me demandez pas. Mais je trouve ça super bien, clairement. 1000 € alors qu'on a le droit à un écran OLED. C'est... il y a 1 an, 2 ans, c'était impossible. C'était juste impossible. Voilà, on nous dit les écrans OLED, c'était entre 2 et 3000 €. Voilà. Et c'était clair pour tout le monde. Ici, on est quand même à 1000 € avec un écran OLED. Et on a du coup une qualité d'image assez incroyable. Alors, je ne sais pas si on nous donne les infos du... On est sur l'ultra portable 13 pouces, 1,39 cm d'épaisseur et 1,14 kg, très très léger. Et pourtant un châssis en métal. Est-ce que... Voilà. Donc, écran OLED de 13,13 pouces. On reste sur du Full HD à ce prix-là, faut pas déconner non plus. Et on nous informe qu'au niveau des couleurs et tout, c'est l'OLED quoi. On est sur une qualité d'image supérieure par rapport aux dalles LCD à un prix jamais vu. Bon, on va pas se mentir, j'imagine que c'est à partir de 1000 € pour la version Intel et à partir de 900 pour la version AMD.
J'imagine qu'en full spec, on arrive sur des ultra portables qui sont très chers, comme sur à peu près tous les ultra portables full spec. Mais je trouve que c'est vachement bien de permettre cette accessibilité à l'OLED sur du PC ultra portable cher. Hein. On est quand même à 1000 euros ou 900, on n'est pas sur quelque chose d'ultra accessible. Mais c'est quand même du jamais vu. On est sur des gammes qui, clairement, remontaient à quelques temps en arrière. C'était juste impossible de voir un écran OLED à ces prix-là. Juste impossible. Ici, Asus tente le coup et je trouve ça plutôt propre. En plus, il a l'air, pour le coup, plutôt bien conçu. Le châssis a l'air bien fini et tout. Ultra léger, ultra fin, ultra portable. Petit format 13 pouces. Ça a l'air d'être quand même beaucoup de bon. On n'est pas sur un PC portable gaming. On est sur l'ultra portable plus sur de la bureautique forcément. Mais il répond bien et avoir un bel écran sur un petit PC, c'est pas du superflu. Hein. Franchement, vos yeux vous remercieront d'avoir l'OLED, c'est quand même très très beau. Mais jusque-là, c'était pas très accessible. Et peut-être qu'on est au tournant de ce manque d'accessibilité et de cette disponibilité uniquement sur des produits très haut de gamme. Et ça me régale. On continue rapidement avec un bon plan. Je voulais vous en parler parce que j'aime beaucoup ce boîtier. J'ai hésité quand j'ai refait mon PC à prendre ce boîtier. Au final, au moment où j'ai refait mon PC, le boîtier n'était pas disponible et encore moins à ce prix-là. Ici, il est à 63 €, un boîtier qui est en général plutôt axé milieu de gamme. On voit ici normalement à 83 €. Honnêtement, un bon boîtier, c'est pas un boîtier orienté silence, on est sur un boîtier Airflow, donc orienté flux d'air avec cette façade qui laissera passer toute l'air nécessaire au refroidissement de votre config. On a bien sûr la vitre sur le côté, le grand espace avec plein de compatibilités. On est bien, on est bien. Le seul peut-être petit point noir, il y en a deux. Vous avez que deux ventilateurs de livret. Donc vous en avez un de préinstallé à l'avant et un à l'arrière. Du coup, il vous faudra en général au moins rajouter un troisième pour en avoir deux à l'avant pour compléter votre solution de refroidissement de boîtier. Et peut-être aussi la partie la partie connectique. Donc on a ici seulement deux connectiques. Du coup, on a de l'USB-C, mais deux connectiques USB en façade sur le dessus. Sinon, en termes de compatibilité, on est plutôt bien. On a une compatibilité étendue. Vous voyez, on a de la place à l'intérieur. Il n'y a aucun problème. Vous voyez ici les deux ventilateurs. Et du coup, je trouve qu'à 63 €, c'est plutôt un bon plan. On est sur un truc milieu de gamme. Ce sera bien fini tout de même. On est chez Corsair. On rigole pas avec Corsair. Donc, ils assurent un truc cool. Ici, avec une petite remise. Voilà, si vous êtes en train de refaire un PC, qui est peut-être pas une bonne idée en ce moment, surtout si vous cherchez une carte graphique, mais ce boîtier est plutôt correct ici à un prix, enfin il est bien ici à un prix attractif par rapport à d'habitude. Si vous voulez pas mettre trop cher dans un boîtier, on peut toujours avoir mieux et plus cher. En général, ça c'est une réalité. Mais ici on est sur un bon compromis et encore une fois une promo intéressante. On continue avec quelque chose qui a un prix, pour le coup, plutôt bien moins intéressant. On est quasiment à 2000 € ici pour ce mini PC, mais regardez cette taille de boîtier. Ça ressemble à un NUC, mais ça n'en est pas un. On a dedans un i7 10e génération. On n'est pas sur les versions overclockables et tout machin, mais on a quand même 8 cœurs et ça va carburer. Et on a en plus de ça une vraie carte graphique, une 3070. Donc vous n'avez pas dans les plus grands formats, on est seulement dans les formats avec deux ventilateurs. Pareil, hein, on est quand même limité par la place. Et forcément, si vous poussez tout ça, vous l'entendrez souffler. Hein. Imaginez quand même mettre un i7, une 3070
et leur demander de filer de la perf, ça va chauffer tout ça un peu, les ventilateurs vont se mettre en place, mais ça marche bien, et il est tout petit. Il coûte quasiment 2000 €, mais il promet pas mal de compatibilité. On peut mettre du SSD M2, on peut mettre même un disque dur 2,5 pouces ou un SSD en SATA. On peut mettre, bien sûr, on a 2 slots de RAM, de quoi avoir une config gaming, une vraie config gaming, dans un mini boîtier assez incroyable. Je suis toujours très étonné de ces mini configs qui sortent des specs aussi impressionnantes dans un tout petit espace. C'est aussi pour ça qu'il se mettra à souffler si vous lui demandez vraiment de tourner à fond. Faut pas déconner, hein, il y a de la chaleur et il faut bien l'évacuer. Vaut mieux ça plutôt que votre PC se mette à fondre ou à brûler. Mais c'est quand même super fou. On est ici chez Zotac qui nous présente cette ZBox Magnus One ECM 73070C. Incroyable, j'ai dit une fois, je dirais qu'une fois. Mais je suis toujours ébahi par ce genre de prouesse et d'entendre que ça marche bien, ça me laisse perplexe, mais visiblement ça marche bien. Et du coup, ça permet quand même d'avoir une config gaming avec un encombrement ultra réduit. Et ça, peu de gens peuvent en dire autant. On parle rapidement du futur des processeurs Intel mobile avec les Alder Lake mobile. Et on nous annonce des processeurs qui iront de 10 à 14 cœurs. Ça peut paraître beaucoup comme ça. Oui, c'est pas mal, mais on se souvient, changement d'architecture sur ces futures générations. On sera sur une architecture de type Big Little avec différents types de cœurs qui sont optimisés pour différents usages. On s'attend à avoir des cœurs dédiés aux performances, donc qui peuvent consommer beaucoup pour délivrer beaucoup de performances, et des cœurs plus axés sur la consommation, qui seraient eux là pour gérer les tâches basiques, tout en assurant du coup une consommation ultra réduite du processeur, ce qui est quand même un super plan. Et du coup, on nous annonce 3 versions. Alors du coup, on imagine déjà les i5, i7 et i9, forcément. Mais on n'en est pas sûr, on n'a pas de nom. Par contre, on a des consommations, et ça c'est intéressant. Et on a une version la plus performante qui du coup aurait 6 cœurs dédiés à la performance, 8 cœurs dédiés à la basse consommation et 2 cœurs pour la partie graphique intégrée, qui pourrait consommer en pic jusqu'à 115 watts. Donc voilà, au niveau de la batterie ça fait mal, par contre au niveau des performances, on se dit qu'il y a du lourd. S'il va chercher 115 watts, c'est pour nous fournir des performances qui sont vraiment importantes et probablement bien plus importantes que ce qu'on a à l'heure actuelle. Donc ça fait très envie. On est jusque-là sur les tout débuts des rumeurs sur, sur ces Alder Lake Mobile. Mais vraiment, ça fait envie. Ça, c'est vraiment la génération d'Intel qui me fait très envie. Et j'ai vraiment hâte de voir que ça sort et de voir les performances des produits. Parce qu'on a été tellement déçus avec cette 11e génération qu'on a besoin qu'Intel refasse battre nos cœurs. Et il va falloir sortir des bons tests de benchmark pour que notre cœur chavire à nouveau pour Intel, là où à l'heure actuelle, franchement, la 11e génération, difficile de la recommander, quoi. On continue avec des ventes de semi-conducteurs et le top 15 des vendeurs de semi-conducteurs. Alors, on va direct à la fin d'abord pour préciser que du coup, dans ce top 15, on comprend des développeurs de SoC, donc système on-chip, de CPU, de GPU
et encore de SoC, ok, déjà dit, de fabricants de mémoire, de géants des télécommunications et des fabricants de semi-conducteurs sous contrat. On a du coup 8 entreprises sur les 15 qui ont leur siège aux États-Unis, 2 en Corée du Sud, 2 autres à Taïwan et 2 en Europe. Et on a une dernière qui est japonaise. Voilà, ça c'est pour les infos sur les différentes entreprises présentes. Ce qui est important dans ce top, c'est surtout de voir que Intel est largement numéro 1, et ce depuis longtemps. Même si ils ont perdu 4% entre 2020 et 2021. Dommage. Peut-être la 11e génération. Peut-être. Et deuxième et troisième, on a Samsung et TSMC. AMD, quant à eux, est relayé à la 11e place. À noter qu'en 2020, ils étaient 18e. Par contre, AMD a eu sur un an 93% d'augmentation de part de marché, là où Intel a eu moins 4%. Donc voilà, c'est assez intéressant. On va pas tout détailler parce que c'est pas ultra pertinent. Il faut noter aussi que tout le monde n'a pas le même statut dans ces entreprises. Intel, eux, design et produisent des puces, alors que par exemple TSMC fait que de la production et pas du design, alors qu'AMD, eux, font que du design et pas de la production. Donc il faut aussi séparer ça. Forcément, quand on fait tout de A à Z, on a tendance à avoir plus que les gens qui sont obligés, notamment, de faire leur production chez d'autres entreprises. Forcément. À noter aussi que Samsung est leader en termes de mémoire. Ils sont vraiment numéro 1. Ici, c'est la mémoire. Donc, ils sont... Ah non, ils sont plus leader en... Ok. Donc, c'est Infineon qui est maintenant le leader en termes de mémoire. Incroyable. Mais surtout, ce qui est à noter, c'est le top 3. Intel, Samsung et TSMC. C'est les grands boss et ils sont largement devant. On voit que ils sont les seuls au-dessus des 10 000. Je sais pas c'est quoi du coup la quantité, parce que c'est pas 10 000 semi-conducteurs. C'est sûr ça. Donc Intel en perte de vitesse, AMD en grosse progression. Mais Intel toujours numéro 1, suivi toujours par Samsung puis TSMC. Toujours. Ça ne bouge pas. On finit avec les cartes graphiques et d'abord petit point sur le LHR qui a été testé sur une 3060. Voilà, certains ont eu l'immense honneur de mettre la main sur ces cartes. On nous informe quoi? On nous informe que du coup, nouveau LHR avec nouveau identifiant PCI. Donc vraiment, on a tout fait en sorte pour que le driver que Nvidia a lâché sans faire exprès ne puisse pas être réutilisé ici grâce à ce nouveau identifiant. On apprend aussi que le fonctionnement du bridage est différent, là où avant, lorsque vous essayez de miner de la crypto-monnaie de l'Ethereum avec votre carte graphique, vous aviez d'abord un plein potentiel qui descendait ensuite à une performance limitée. Ici, maintenant, vous avez directement une performance limitée. Ça veut bien dire que le bridage s'effectue de manière différente. Après, techniquement, on n'en sait pas vraiment plus, mais c'est différent. Ce qui veut dire qu'il va falloir de nouveau, pour les professionnels du mining, trouver une solution, soit se détourner des cartes, ce qui peut arriver, mais pas sûr, soit trouver une nouvelle solution pour détourner et débloquer ces cartes. Ce qui est intéressant, c'est que ces cartes vont être brandées LHR, donc on saura et peut-être que ça donnera moins envie aux mineurs de crypto-monnaie de s'attaquer à ces cartes. On espère, mais ça, seul l'avenir nous le dira. En tout cas, ça marche différemment.
ce qui, ce qui fait plaisir, parce que s'ils avaient remis le même en pensant que ça allait tenir, ça aurait été un mauvais plan. Mais bon, on s'attendait quand même à ce que ça marche différemment. Et on nous informe aussi qu'il n'y a pas de différence en termes de performance pour du jeu vidéo sur cette carte LHR. Et aussi que les anciens modèles qui ne sont pas LHR de base sont passés en fin de production. Donc voilà, hein, les nouveaux modèles bridés vont inonder le marché. C'est faux, mais elles vont arriver petit à petit. Et peut-être qu'on va en voir un peu plus. En tout cas, en ce vendredi, on n'a toujours pas de carte Nvidia disponible. On a, alors je vais trier par prix. On a toujours la 6700 XT, la moins chère de chez ASRock à 950, qui est toujours là, suivi des modèles plus grands et plus chers, toujours de ASRock, toujours en 6700 XT. Bon, ceux-là, elles sont vraiment chères. 1180 et 1240 pour avoir du RGB. On a toujours la Saphir 6900 XT qui est la moins chère à 1800, la moins chère. Et la MSI et les Saphir, toujours en 6900 XT, qui sont elles bien plus chères, 2600 pour la MSI et la Saphir Toxic. Si vous voulez la Toxic Extreme Edition, il faudra débourser 50 € de plus à 2650 pour avoir l'Extreme Edition. Je ne sais pas s'il y a vraiment... Faudrait que je me renseigne, à chaque fois je dis ça, mais je ne sais pas s'il y a un vrai écart significatif ou s'il y a quelques mégahertz de plus. Je ne sais pas. Mais pas sûr. En vrai, j'ai du mal à vous dire que ces cartes-là sont intéressantes. À la limite, si vous voulez vraiment une 6900 XT, vous êtes prêt à mettre cher. Je pense que celle-là est beaucoup plus adaptée et à un prix plus bas. J'allais dire plus correct, mais c'est faux, plus bas. Et de toute façon, toutes les cartes présentes ici sont bien trop chères. À noter que cette 6700 XT, qui est la moins chère à 950, est supérieure à 2 fois le prix public conseillé à la sortie des cartes. Donc toujours bien trop élevé, malheureusement. En tout cas, voilà qui conclut notre point Actu Hardware, le dernier de la semaine. J'espère que vous avez apprécié cette semaine d'actualité, que vous avez appris des trucs et que vous avez passé des bons moments en ma compagnie. On se retrouvera lundi pour la suite de l'actu, mais ça s'arrête pas tout de suite. En live, on va faire un peu de gaming. Comme d'habitude, je vous invite à faire des retours. Je prends tout avec grand plaisir. N'hésitez pas, des commentaires, tous les moyens sont bons, que ce soit sur YouTube, par les réseaux sociaux ou le Discord ou sur le chat. Régalez-moi de commentaires, c'est ce qui m'aide à progresser. Et voilà, merci d'avoir regardé. C'est ce dernier point actu hardware de la semaine.